Une affaire qui remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur les victimes et les tueurs. Christina Purcell a été retrouvée morte mercredi matin dans une maison à Greer. Quelle est l'adresse de l'urgence? 122 Kennebrake Drive. Agent, je pense qu'elle est partie. Vous pensez qu'elle est partie? Oui. Bonjour à tous, ici Victor et bienvenue dans Crimes Anatomy. L'affaire de cette semaine s'est déroulée en Caroline du Sud et concerne le meurtre brutal d'une technicienne vétérinaire très appréciée, Christina Parcell. Par un mercredi apparemment ordinaire, une communauté est sous le choc et une jeune fille a perdu sa mère. Mais au fil de l'enquête, une histoire plus complexe a émergé, soulevant des interrogations troublantes sur sa vie et suscitant même de la sympathie pour le meurtrier chez certains. Pour comprendre pourquoi, laissez-moi vous ramener au début, le 13 octobre 2021. Au 122, Kennebrake Drive, une maison de banlieue tranquille, Christina Parcell, une technicienne vétérinaire de 41 ans, avait un entretien d'embauche à la clinique vétérinaire Valley Walk à 8h30 ce matin-là. Elle était excitée et a parlé avec son fiancé de 65 ans, Bradley Post, de son entretien à venir. Ensuite, elle est rentrée chez elle avant 9h07. Bradley l'appelle pour savoir comment ça s'est passé, mais elle ne répond pas. En fin de matinée, il s'inquiète un peu de son silence. Je me suis dit que je devrais probablement aller voir comment elle va. Je suis allé sonner à la porte d'entrée. Elle n'a pas répondu. Je suis passé par la porte arrière parce qu'il laissait souvent la porte arrière ouverte. Je suis entré par la porte arrière. Il faisait sombre, silencieux, alors j'ai descendu le couloir pour voir si elle était dans la salle de bain ou sous la douche, et tout était sombre. Et il était environ 11h du matin quand Bradley a fait une découverte horrifiante. Et j'ai regardé par terre, et juste à l'entrée du salon, à la sortie de ce couloir, il y avait des pétales, comme d'une rose, et en regardant, j'ai regardé dans la pièce. Il y avait une traînée de sang, une longue traînée sanglante, comme si quelque chose avait été traîné, et au bout de cette traînée gisait Christina. Et je l'ai vue sur le dos. Il voyait son visage en sang, les yeux écarquillés. Elle était entourée de ce qui ressemblait à des roses. Pour être précis, des pétales de roses dispersés. Je me suis approché, j'ai crié, puis j'ai appelé le 911. En quelques minutes, la police, les ambulanciers et le shérif adjoint arrivent. Dehors, ils rencontrent Bradley. Il porte une veste de costume sur des vêtements élégants. Il est coopératif, donnant des détails sur la façon dont il a trouvé Christina, mais quelque chose chez lui semble étrange. Il garde une prise ferme sur son téléphone, le serrant avec une serviette dans la même main. Les agents demandent à Bradley de les accompagner à l'intérieur. Immédiatement, j'ai senti une sorte d'odeur chimique. C'était assez inhabituel. Nous n'étions pas certains de ce que c'était. Je n'ai jamais compris, mais nous avons fouillé la résidence. J'ai trouvé mademoiselle Parcell dans le salon. Du sang partout sur le sol. On aurait dit qu'il y avait des traces de traînée. Quelques instants plus tard, elle est déclarée morte. La scène de crime est atroce. Des preuves de lutte sont partout. Il est clair que Christina s'est battue pour sa vie jusqu'à la toute fin. La source de son hémorragie semblait être des blessures par arme blanche, trop nombreuses pour être comptées au premier abord. Des fleurs sauvages et des pétales de rose étaient éparpillés partout, et il y avait une grande flaque de sang sous le canapé. La main droite de Christina portait les marques d'un combat acharné. Son ongle du pouce était ébréché et ses ongles étaient cassés, des signes classiques de blessures défensives. Les enquêteurs ont soigneusement prélevé ses ongles, dans l'espoir d'y trouver des traces d'acide désoxyribonucléique de son agresseur. Le portable de Christina a été trouvé près de son corps. Son sac à main, contenant 2 enveloppes de 500 $ chacune, a été retrouvé sur une table près du couloir. Il est donc peu probable que le vol ait été immobile. Il y avait une arme à feu à un coup dans la maison, mais Christina n'aurait pas pu l'utiliser car elle était enfermée dans un sac à l'intérieur d'une valise, dans la pièce du fond. Et dans la chambre, il y avait plusieurs documents liés à une bataille pour la garde en cours. Dans le salon, des cartes mémoire, clés USB et un ordinateur portable ont été saisis pour la criminalistique numérique. Le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie sur le corps de Christina Parcell a déclaré que sa mort était due à un traumatisme par objet tranchant, 35 blessures par arme blanche et incisions probablement causées par un couteau. Sa veine jugulaire et son artère carotide avaient été tranchées, entraînant probablement une mort par hémorragie en quelques secondes.
Mais comme dans des cas comme celui-ci, un conjoint ou un amant sont les premières personnes d'intérêt à examiner. Lorsque la nouvelle du crime s'est répandue, elle a obsédé les médias locaux et d'État. Le docteur en chef Dan Randall dit qu'elle était un élément clé de leur équipe. Christina apportait, vous savez, un ensemble de compétences assez uniques à ce poste. Elle était, vous savez, une mère, elle avait un fiancé et une sœur ici en ville, elle avait une fille et était extrêmement proche de sa sœur. Et ce n'est pas juste une autre victime sans nom ni visage. Mais le silence des jours suivants a nourri les spéculations, faute d'informations ou de pistes supplémentaires. Puis, seulement 6 jours plus tard, le 19 octobre, le fiancé de Christina a été arrêté. Initialement, beaucoup ont cru que c'était lié au meurtre de Christina Parcell, mais ce n'était pas le cas. Il a été amené pour interrogatoire et son téléphone a été fouillé avec un mandat de perquisition légale. Les enquêteurs ont trouvé du matériel pédopornographique sur son téléphone. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de contenu illégal impliquant des mineurs, et une partie de ce contenu concernait Christina et sa jeune fille ensemble. C'est un fait documenté par les tribunaux. Cela a complètement révélé une autre facette de Christina que la plupart des gens ne connaissaient pas. Mais pendant cette période, Bradley Post a révélé qui pourrait avoir un intérêt à tuer Christina. Christina avait des problèmes depuis des années avec le père de sa fille. Elle avait été victime de chantage avec des photos compromettantes. Des photos qui ont été envoyées à ses voisins, au bar qu'elle et Bradley fréquentaient, et même à son lieu de travail. Christina était activement engagée dans une âpre bataille pour la garde avec John Mello, le père de sa jeune fille. John Mello partageait la garde de sa fille, mais il l'avait emmenée illégalement en Italie pour s'y installer définitivement. Et par coïncidence, il est rentré aux États-Unis le 21 octobre, juste 2 jours après l'arrestation de Bradley Post. À son arrivée, Mello a également été arrêté à l'aéroport pour ingérence dans la garde liée à l'enlèvement illégal de sa fille hors du pays. John Mello a affirmé qu'il était depuis longtemps au courant de l'implication de Bradley Post et Christina Parcell dans des activités illégales liées au matériel pédopornographique et des abus continus sur sa fille lors de ses visites chez sa mère. Je veux voir la justice rendue pour ces victimes. Je veux... Lumière du soleil qui brille sur chaque personne impliquée ici qui a fait du tort à ses enfants. Il a signalé cela à plusieurs reprises au bureau du shérif du comté de Greenville en 2018, mais l'enquête a été close sans suite, jugeant ces accusations non fondées. Christina Parcell et John Mello sortaient ensemble depuis des années lorsqu'ils ont eu leur premier enfant en 2012, mais la relation s'est détériorée et Mello a demandé la garde en 2015. En 2016, il a obtenu la garde exclusive de leur fille, mais Christina avait des droits de visite. 1 an plus tard, John a demandé la révocation des droits de visite de Christina, affirmant que sa fille était maltraitée par elle et Bradley. John a également fourni des preuves recueillies par un détective privé selon lesquelles Christina travaillait comme escorte et que cela aurait un impact négatif sur sa fille. En février 2019, le tribunal a accordé à Christina des droits de visite, lui permettant de passer plusieurs jours d'affilée avec sa fille. Cependant, John Mello avait d'autres plans et a secrètement emmené sa fille en Italie à la fin de l'année 2020. Christina a découvert l'emplacement de sa fille grâce à une publication de John sur Facebook et, avec l'aide de Bradley, elle a fait plusieurs voyages en Italie pour la retrouver. Elle a finalement réussi et a ramené sa fille aux États-Unis. Depuis avril 2021, la fille de Christina vivait exclusivement avec elle et sa sœur, Lutina Parcell. Et à cause de ces actions, il est probable que John Mello perde la garde exclusive de sa fille. À partir des différents supports de stockage et du téléphone de Bradley Post, il est indéniable que la fille de Christina, appelée A.M., avait été impliquée dans du contenu explicite sur plusieurs années qui était distribué à des tiers. Le contenu comprenait également d'autres victimes, y compris l'ami de A.M. John Mello avait eu raison à ce sujet depuis le début, mais ni les autorités ni les tribunaux ne l'ont pris au sérieux. Et dès que Christina est revenue aux États-Unis depuis l'Italie, Bradley Post lui a demandé sa main. On ne peut qu'imaginer l'impuissance que John Mello a dû ressentir, incapable d'empêcher l'exploitation de sa propre fille par sa mère. Vous vous demandez peut-être comment Christina a rencontré Bradley Post? En réalité, ils se sont rencontrés il y a plus de 20 ans dans le bar à cigares de son père, mais ils n'ont commencé à sortir ensemble qu'en 2016, quand A.M. n'avait que 4 ans et que John Mello avait la garde exclusive d'elle.
Malgré le mobile de John Mello pour tuer Christina, il était à l'étranger lors du meurtre. Alors, qui a tué Christina Parcell? Au cours de l'enquête, des images provenant de plusieurs caméras, y compris des sonnettes vidéo Ring, ont été obtenues. Un homme portant un sweat à capuche gris et un sac à dos a été vu entrant dans la maison de Christina vers 9h15 du matin. 12 minutes plus tard, à 9h27 du matin, le même homme a été vu quittant la maison à vélo. Et 1 minute plus tard, il a été aperçu sur son vélo au 207 Saratoga Drive à 0,4 miles de la scène du crime. Lorsque les détectives ont demandé qui connaissait John Mello, un homme nommé Michael s'est manifesté et il a mentionné qu'il travaillait pour John, tout comme un autre, Zachary Hughes, qui aidait à la maison. La police a utilisé le permis de conduire de Zachary pour identifier un camion enregistré à son nom. Les caméras Flock ont capturé le camion avec un vélo dessus la veille et le lendemain du crime. Le vélo semblait être celui filmé plus tôt par la caméra. Zachary habitait aussi à Greenville, dans une maison sur l'avenue Tyndall. Mais c'est sa proximité avec John Mello qui a attiré l'attention de l'enquêteur et les deux hommes semblaient extrêmement proches. Zachary était le principal contact de John pour diverses communications, même durant son incarcération. John avait même enregistré une vidéo donnant à Zachary les droits exclusifs de récupérer ses bagages à l'aéroport de Charlotte. Et via l'application de messagerie WhatsApp, les deux hommes avaient échangé plus de 1700 messages, dont certains étaient intentionnellement brouillés. Zachary était également très impliqué dans l'âpre conflit de garde entre John Mello et Christina. Il a été arrêté le 3 novembre et inculpé de plusieurs crimes, meurtre, possession d'une arme lors de la commission d'un crime violent, harcèlement, complot et cambriolage au premier degré. Mais ce n'était pas un homme ordinaire et il ne correspondait certainement pas au profil stéréotypé d'un tueur. Bonjour, je suis Zach Hughes, ici au musée de la musique Siegel, poursuivant la série de concerts du quart de millénaire, célébrant le 250e anniversaire du gars sur le mur derrière moi, mon compositeur favori. Zachary Hughes est né à Morro Bay, en Californie. Hughes est né à Morro Bay, en Californie. Sa famille a déménagé en Virginie et est restée soudée. Zachary a un frère cadet, Eli, et sa famille a décidé d'adopter 5 autres enfants russes, car sinon, ces orphelins n'auraient eu nulle part où aller. Mais l'une de ses sœurs adoptives, la plus âgée, a eu une influence significative sur Zachary. Tu dois savoir quelle a été mon expérience avec ma sœur adoptive la plus âgée, Grace. Ma sœur aînée, Grace, était l'être humain le plus maléfique que j'ai jamais rencontré de ma vie. Elle avait 10 ans lorsqu'elle est arrivée dans notre famille. Le gouvernement russe reste peu loquace. À propos des enfants, donc nous n'étions pas au courant d'éventuels problèmes de comportement, s'il y en avait, et il y en avait beaucoup, mais en particulier avec elle. Je la décrirais sans hésitation comme une psychopathe sans affection. Ce n'était pas qu'elle était immorale, c'était plutôt qu'elle était amorale. Elle n'avait pas de notion du bien et du mal. Alors, sa boussole émotionnelle, elle semblait absente, juste éteinte intérieurement. Elle était une manipulatrice et une menteuse hors pair. Elle pouvait mentir à la moindre occasion, que ce soit pour son propre intérêt ou simplement pour le plaisir de le faire. Elle inventait les histoires les plus absurdes, folles et macabres, juste pour provoquer une réaction chez les gens. Et elle pouvait parler de ces choses-là avec le même ton que si elle parlait de faire un sandwich. Et cela venant d'une fille que j'ai connue entre 10 et 14 ans. C'était incroyablement troublant et les choses que j'ai apprises sur ce type de personnalité sont restées avec moi toute ma vie, car je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça depuis. Elle était littéralement comme un vampire qui aspirait la bonté des gens autour d'elle. Elle pouvait être très émotive et elle simulait ses émotions pour susciter une réaction chez vous, une réaction de sympathie. Et si, par exemple, vous l'accusiez d'avoir fait quelque chose comme voler ou blesser un de ses frères ou sœurs, elle pleurait et vous suppliait de la croire en disant « Et non, je ne l'ai pas fait ». Et puis,
Si vous lui présentiez une preuve irréfutable que vous saviez qu'elle l'avait vraiment fait, c'était comme si un masque tombait de son visage. Je veux dire, elle vous regardait alors avec des yeux de requin, et peu importe combien de fois nous traversions cette situation. Ce cycle avec elle, où elle nous trompait, trahissait notre confiance, et blessait des membres de notre famille, elle arrivait toujours à nous ramener vers elle parce qu'il y a quelque chose chez les gens normaux et bons qui veut croire qu'une personne comme ça peut changer. Tu veux croire, tu sais, qu'il y a une rédemption pour quelqu'un comme ça et qu'elle pourrait changer et devenir une meilleure personne. Et elle le savait. Et elle utilisait ça pour se faire bien voir à nouveau et regagner notre confiance, seulement pour trahir cette grande confiance encore une fois, encore plus fort que la première fois. Et cela s'est produit des dizaines de fois, et cela a créé une quantité incroyable de conflits dans notre maison. Elle pouvait manipuler mes parents et semer la discorde entre eux. C'était une personne incroyablement intelligente et incroyablement maléfique. Et avoir rencontré quelqu'un comme ça, ça m'a permis de comprendre. Et même si je ne voulais pas accepter le fait que des personnes comme ça existent, que tu veuilles le croire ou non, et si tu leur fais confiance, tu finiras encore une fois par être blessé par eux. Cette expérience a façonné sa motivation pour tuer Christina, car il la voyait comme le même type de personne. Et finalement, c'est devenu tellement grave que nous avons compris qu'elle allait représenter un danger physique pour notre famille. J'ai découvert un journal qu'elle avait écrit où elle décrivait en détail mes parents se faisant crever les yeux et mourant. Et comment, une fois, mes parents seraient éliminés et morts. Elle pourrait assumer son rôle de reine légitime du pays. Alors elle avait simplement ces délires psychotiques et psychopathes de violence et de grandeur. Nous avons contacté la SS pour qu'ils la retirent de la maison. En grandissant, Zachary s'est tourné vers le piano comme échappatoire aux difficultés à la maison. Son talent et son dévouement l'ont amené à remporter la première place au Festival de piano du Sud-Est pendant le lycée, ce qui lui a valu une prestation en solo avec l'Orchestre Philharmonique de Caroline du Sud pour le concerto pour piano Negro de Beethoven. 5. En 2010, le travail acharné de Zach s'est avéré payant lorsqu'il a été admis à la Juilliard School avec la bourse Neuer, où il a excellé tant sur le plan académique que social. Zach allait ensuite accomplir l'un des exploits les plus difficiles pour un pianiste de concert. Il a célébré le 250e anniversaire de Ludwig van Beethoven en 2020 en interprétant l'intégralité des 32 sonates pour piano de Beethoven. Lorsqu'il a été diplômé de la Juilliard School en 2015, il a postulé et obtenu le poste convoité de pianiste principal pour le Knoxville Symphony. Mais il a tout quitté en 2017 pour rejoindre le corps des Marines des États-Unis. Il voulait, selon lui, servir son pays. Ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, le service des autres, l'aspect de servir les autres. J'avais le sentiment d'avoir une dette envers mon pays et de devoir effectuer mon service militaire. Je souhaitais également vivre une expérience dans un environnement d'entraînement exigeant. Et je me suis dit que les Marines avaient la réputation d'être les plus durs. Donc c'est la branche que j'ai décidé de choisir. On lui a proposé une place dans la fanfare des Marines, mais il a refusé tout traitement de faveur. À la place, il a choisi d'intégrer le programme d'entraînement intensif des officiers. C'est un peu différent du recrutement, ouais. Il faut passer par un processus de sélection assez rigoureux, rien que pour être invité à l'école des officiers. Tu passes donc beaucoup de temps avec ton officier de sélection des officiers. Leur rôle principal est de t'entraîner et de te préparer afin que tu réussisses devant le comité de sélection et obtiennes une invitation. Quand je vivais dans le Tennessee, je m'entraînais beaucoup avec lui pour me préparer à ça. Et j'ai obtenu d'excellents résultats. Il y a quelque chose qui s'appelle le test de condition physique. Le test de condition physique, et il se compose de 3 domaines. Il s'agit de traction jusqu'à l'échec, du maximum d'abdominaux en moins de 2 minutes et d'une course chronométrée de 3 miles. Quel est le score parfait à ce test? Un maximum de 100 points est possible dans chaque domaine. Un score parfait est donc de 300. Quel a été ton score? 294. Pendant sa formation, il se classait constamment dans les 3 premiers % de sa promotion. Cependant, il a dû se retirer
J'ai été renvoyé après la 3e semaine de l'école des candidats officiers à cause de fractures de stress de niveau 3 aux 2 tibias. Au moment où vous avez été forcé de quitter l'école des candidats officiers, dans quel pourcentage de la promotion étiez-vous? J'étais dans les 3 premiers pourcents. Il y avait plus de 400 personnes. Le commandant de Quantico, là où se trouve l'école des candidats officiers des Marines, m'a demandé de revenir. Il m'a essentiellement dit de rentrer chez moi, de guérir, de me réentraîner et de revenir. C'est à cette époque que j'ai rencontré John Mello. Il est à noter que Zachary n'avait aucun lien avec Christina Parcell ou Bradley Post. En fait, ils ne se connaissaient pas personnellement. Qu'est-ce qui a poussé Zachary à gâcher sa vie et sa carrière prometteuse? Les raisons ont divisé l'opinion publique. Certains le considèrent comme un homme honorable faisant ce qu'il faut, tandis que d'autres voient dans ses actes comme ceux d'un tueur déplorable. Cependant, le seul fait incontesté est que le système n'a pas su enquêter correctement ni protéger AM contre les abus. Le procès de Zachary a commencé le 10 février 2025 et beaucoup le considèrent comme biaisé et truqué parce que le juge a déclaré toutes les allégations d'abus irrecevables au tribunal. L'État a présenté un récit selon lequel Zach a agi avec malveillance, en ignorant complètement une influence majeure sur ses motivations. Je présente ici des informations que même le jury n'a pas pu voir au tribunal. Cela a soulevé de sérieuses questions sur les raisons pour lesquelles la liberté d'expression, une valeur fondamentale de la Constitution américaine, a été ignorée. Même si les accusations de maltraitance étaient fausses, si Zach croyait qu'elles étaient réelles, alors il y a des raisons probables de penser qu'il n'a pas agi uniquement par malveillance. Zachary David Hughes a rencontré John Mello en 2020 alors qu'il se produisait au centre-ville et John s'est approché de lui avec sa fille. Mello a remarqué le talent musical de Jack et lui a demandé de jouer Claire de Lune pour sa fille. C'est vraiment une enfant spéciale. Elle était clairement plus mature que son âge, comme je l'ai dit. Elle pouvait tenir une conversation avec des adultes. Elle vous regardait droit dans les yeux. Elle semblait vraiment cultivée, comme si elle avait été exposée à de nombreux endroits différents. Elle voyageait presque autant que moi. Elle me parlait toujours des voyages qu'elle avait faits avec son père. Et c'était très évident pour moi qu'elle était une enfant très épanouie et aimée. Elle aimait clairement son père. Et il était évident qu'il avait fait un excellent travail en l'élevant. Et j'étais convaincu qu'elle était une enfant heureuse et en bonne santé, et qu'il était un excellent père. Cela marqua le début de leur amitié et ils passèrent plus de temps ensemble. Début octobre 2020, ils ont fêté l'anniversaire de Zach. Zach se rappelle comment l'humeur de John est passée de la joie à l'inquiétude vers la fin. John a confié à Zach qu'il était constamment inquiet pour AM, qui était en voyage avec sa mère. Zach a écouté attentivement John et a compris ses inquiétudes. Il a commencé à décrire le caractère de Christina Parcell et sa personnalité. Et pendant qu'il abordait différents points, il répétait « Zach, je sais que tu ne vas pas me croire. Tu vois, je sais que ça paraît exagéré et dramatique, et tu penses sûrement que j'exagère. » Et dans d'autres circonstances, je l'aurais pensé, parce que Jean, c'est vrai, il aime raconter des histoires. Et tu sais, quand les gens parlent de leurs ex, tout le monde pense que son ex est l'antéchrist. Donc, bien sûr, j'étais un peu prédisposé à être biaisé contre ce qu'il me racontait, sauf que, point par point, tout ce qu'il décrivait à propos de Christina Parcell était exactement la même chose que ma sœur Grace. Il m'a dit que Christina Parcell était une manipulatrice hors pair. Il a dit qu'elle pouvait mentir sans la moindre hésitation, et que vous ne le sauriez jamais. Il a dit qu'elle était incroyablement charmante. Il a dit... Elle était incroyablement intelligente et talentueuse. Il disait souvent qu'elle était plus intelligente que lui, mais que son plus grand défaut était sa paresse et qu'elle avait ceci. Son arrogance combinée à sa paresse venait essentiellement du fait qu'elle savait qu'elle n'avait jamais vraiment besoin de travailler dur pour quoi que ce soit dans la vie, et qu'elle pouvait même sacrifier la confiance des gens et leur raconter des mensonges qui pouvaient facilement être découverts. Parce qu'au fond, elle avait une confiance totale en sa capacité à ramener quelqu'un vers elle, peu importe à quel point elle l'avait blessé auparavant. Et il aurait pu me décrire Grace, car je connaissais et avais vécu ce comportement. Donc non, John n'avait aucune idée que j'avais vécu cette expérience avec Grace, ce qui m'a fait réaliser qu'il n'y avait aucune chance qu'il ait pu inventer ça,
parce que personne ne pourrait décrire ça aussi précisément, point par point, à moins d'avoir rencontré une de ces personnes. Et c'est la première chose qui m'a vraiment alerté et m'a fait penser que, malgré le fait qu'il puisse exagérer et déformer la vérité et qu'il n'est souvent pas très crédible quand on l'écoute, j'étais convaincu à ce moment-là qu'il devait décrire quelque chose de vrai, parce que personne ne saurait le décrire de façon aussi précise et exacte s'il l'inventait simplement. Et j'ai eu raison de le croire. Il a établi des parallèles entre Christina et sa propre sœur adoptive maléfique, Grace, qui avait été retirée de la famille pour avoir comploté de tuer les parents de Zach. Et c'est finalement devenu si grave que nous avons compris qu'elle allait représenter un danger physique pour notre famille. J'ai découvert un journal qu'elle avait écrit où elle décrivait en détail mes parents se faisant crever les yeux et mourant. Et comment, une fois, mes parents seraient éliminés et morts. Elle pourrait alors assumer son rôle de reine légitime du pays. Donc, elle avait simplement ces délires psychotiques et psychopathes de violence et de grandeur. Nous avons contacté la SS pour qu'ils la retirent de la maison. Dans les mois qui ont suivi, John Mello est parti en Italie, mais les deux hommes sont restés en contact et leur amitié s'est approfondie. Zach a perçu du talent chez A.M. et s'est senti obligé de la protéger. Lorsqu'il a appris l'escalade du conflit, les abus et le changement d'attitude de A.M. à chaque visite chez sa mère, il s'est senti moralement obligé d'agir. J'ai compris qu'il y avait un danger incroyable dans ce que Christina Parcell était. C'était un aperçu de ce qu'elle pourrait potentiellement devenir si elle était laissée sous la garde de cette femme et élevée par elle. Lorsque John a déménagé en Italie avec sa fille le 4 octobre 2020, Christina a déposé une requête le 20 octobre affirmant que John avait violé ses droits de visite, ce qui était le cas. Le tribunal a nommé un nouveau tuteur américain pour la fille et a reconnu John Mello coupable d'outrage. En mars 2021, Christina a emménagé avec sa sœur dans la maison de Cannebrake Drive. Un mois plus tard, l'autorité centrale italienne a décidé que A.M. devait être renvoyé aux États-Unis. Christina a pu récupérer sa fille en Italie grâce à cela. C'est alors que John Mello a commencé à profiter de son amitié avec Zachary pour obtenir des avantages personnels. Le 17 avril, il a demandé à Zach de harceler Christina et de lui envoyer beaucoup d'informations comme preuve. Il m'a offert, entre autres, 3 collections d'informations très pertinentes. L'une était les photographies dont on a parlé, que j'ai envoyées par courrier à différentes personnes, accompagnées de publicités, provenant d'un site d'escorte, qui étaient liées à ces photographies. Ces photographies montraient Christina Parcell à différents stades de déshabillage. Et John m'a dit qu'il s'agissait de publicités pour la prostitution, de sa précédente carrière en tant que prostituée. En regardant ces photos, je n'avais aucun doute dans mon esprit que c'est ce qu'elles étaient, et je ne dis pas cela dans aucune intention de faire honte, c'est simplement que, je veux dire, comme on dit pour la pornographie, on sait ce que c'est quand on le voit. Eh bien, je pense qu'on peut en dire autant de ces photos. Ce n'étaient pas des photos mignonnes, sexy ou intimes que quelqu'un pourrait envoyer à la personne avec qui il sort, ou quelque chose comme ça. Elles étaient obscènes et de mauvais goût. Et il y avait un élément très clair de publicité, un aspect commercial. Donc, quand j'ai regardé ces photos, il y avait un vide, un regard arrogant, presque moqueur dans ses yeux qui me rappelait tellement ma sœur. C'était un regard qui disait « Je peux te faire tout ce que je veux parce que tu veux ce que j'ai à t'offrir. » Et à cela s'ajoutait une déposition de 2016 que Christina Parcell avait donnée. Je croyais que, d'après diverses choses qu'elle avait librement admises dans sa déposition, elle avait un passé d'utilisation et de manipulation des hommes pour obtenir de l'argent et qu'elle offrait des services sexuels en échange. Elle a admis avoir été actrice pornographique et
Elle a produit un film en Caroline du Sud où elle frottait ses pieds sur le pénis d'un homme en insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un échange, essentiellement quelque chose de réciproque où elle cherchait à être prise en charge financièrement. Il a dit qu'elle n'avait pas vraiment envie d'avoir des enfants à l'époque. C'est pourquoi elle a abandonné la garde de sa fille à John Mello quand sa fille était très jeune. Et un document du tribunal de 2016 où elle a invoqué le 5e amendement lorsqu'on l'a interrogée sur son implication. Mais l'objectif était bien plus que de montrer à Zach qu'elle était une mère inapte pour A.M. Le 16 mai, John a envoyé à Zach 2 photos explicites de Christina sous son pseudonyme en ligne Carolyn Warren qu'elle utilisait pour attirer des hommes à payer pour ses services. Cela comprenait une déclaration sous serment d'un pompier nommé Alex. John a publié une annonce sur Craigslist demandant des informations sur une femme nommée Christina Lauren Purcell, alias Caroline Warren, et il a fourni des photos pour l'identifier. Cette annonce sur Craigslist? Oui. Qui a affirmé que Christina lui avait proposé ses services en échange d'argent et que lorsqu'il a refusé, elle avait réessayé avec de la drogue. Zach a rendu visite à Mello en Italie ce même mois. Quand tu es arrivé en Italie, où es-tu resté? Je suis resté dans l'appartement de John Mello. Et je suis sûr que des choses qui n'ont pas été dites dans les messages ont été discutées là-bas. John avait des visites vidéo ordonnées par le tuteur ad litem. Je pouvais souvent voir son visage et son attitude sur l'écran de son téléphone ou de son ordinateur. Et une fois, je l'ai salué. Donc, ce que Jean me disait depuis des semaines, c'est que Christina est en train de tuer ma petite fille. Je peux voir l'étincelle s'éteindre dans ses yeux. Et encore, quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit, tu n'exagères pas un peu. Je ne l'avais pas vu, mais ça me semblait un peu exagéré. Quand je l'ai vue lors de ses visites, je n'ai plus ressenti ça. Ce n'était plus la même petite fille que j'avais connue à Greenville quand je les ai rencontrées pour la première fois. Elle avait pris beaucoup de poids, probablement environ 9 kilos, ce qui représente à peu près un quart de son poids corporel. Pour une fillette de 8 ans, c'est beaucoup en peu de temps. Mais c'était bien plus que ça. C'était son attitude. Son esprit était... Elle était morose. Elle était déprimée. Cette petite fille vive, précoce et pleine d'énergie que j'avais rencontrée n'était tout simplement plus là. C'était un changement de caractère complet. Et je veux dire, Jean lui demandait comment elle allait, et elle essayait toujours de donner une bonne réponse, comme elle essayait de sourire, et de dire « ça va papa ?» et d'afficher une bonne mine. Mais il était clair qu'elle faisait ça parce qu'elle ne voulait pas inquiéter son père. Elle ne voulait pas qu'il se rende compte à quel point elle allait mal. Et ça m'a tellement rappelé moi-même quand j'étais un peu plus âgé qu'elle, avec ce que j'ai déjà décrit avec grâce. C'est ça, tu intériorises les choses, comme si elle était une personne forte. Et elle essayait d'être plus forte qu'elle ne l'était probablement à cet âge-là. Et malgré l'extérieur stoïque et fort qu'elle essayait d'afficher, je voyais bien qu'elle était torturée, qu'elle se noyait. Et quand il disait que l'étincelle mourait dans ses yeux, c'était absolument exact. Je pouvais le voir, je pouvais l'entendre dans sa voix, je pouvais le deviner dans son attitude. Quand Zach est revenu aux États-Unis, il a harcelé Christina en diffusant ses images explicites à plusieurs endroits, y compris sur son lieu de travail chez Norris Financial, à 2 de ses voisins, à son fiancé Bradley, et au Outman Cigars and Martini Bar, un endroit fréquenté par Bradley et Christina. Contenait des informations que je crois avaient été rendues publiques et par la volonté propre de Christina Parcell. Donc, toutes ces informations étaient déjà disponibles publiquement et, à ma connaissance, elles étaient vraies. Et j'ai commencé à envoyer ces courriers à Christina Parcell, à son petit ami et aux gens du quartier. Pour 3 raisons. Je voulais que les parents du quartier sachent que leurs enfants n'étaient pas en sécurité près d'elle ou de Brad Post. Je voulais que différentes personnes impliquées dans cette affaire, comme le tuteur ad litem, la police,
ait accès à ces informations afin qu'elle dispose de toutes les preuves que j'examinais et qui montraient clairement que Christina Parcell représentait un danger pour les enfants et sa propre fille. Et je voulais aussi qu'il y ait une pression sociale, encore une fois, parce que pour des personnes comme Grace et Christina Parcell, la façade qu'elles érigent autour d'elles et l'image qu'elles projettent au monde sont tellement importantes pour elles. Ce sont des narcissiques et c'est une façade, c'est complètement faux. Mais j'espérais que ça ne vaudrait pas la peine pour elle que les autres la voient telle qu'elle est vraiment, en échange de son combat pour avoir sa fille. En septembre, un mois avant le crime, Zach a appelé les services de protection de l'enfance, admettant dans son témoignage qu'il avait menti pour attirer leur attention afin qu'ils enquêtent sur Christina et Bradley. On ne sait pas si cela a jamais conduit à une enquête. Peu de temps après que ces courriers auraient été reçus, John m'a décrit un appel où il a dit que Christina était à la fin de l'appel, elle a pris le téléphone et l'a tourné vers son visage, ce qu'elle ne faisait généralement pas, et il a dit qu'elle était plus en colère que je ne l'avais jamais vue. Il disait souvent que tu ne la verrais jamais en colère, car elle était très douée pour contrôler ses émotions et... Elle a pris le téléphone sans rien dire, ne montrant pas si elle était en colère. Elle a passé son doigt sur sa gorge, comme si elle le menaçait, comme si elle allait le faire tuer pour ce qu'elle pensait qu'il faisait. Alors, il a déclaré que John Mello pensait que Bradley Post était un fichier PDF et il le croyait aussi. Il me l'a envoyé, un email qu'il avait reçu de quelqu'un qu'il connaissait dans la communauté des motards, les motos. Et Brad Post était aussi impliqué dans la communauté des motards, ou du moins, il essayait de l'être. Et cet email venait de cette connaissance de John, disant à John que Brad Post tournait essentiellement en demandant à quelqu'un, je cite, de faire du mal à John Mello et qu'il offrait beaucoup d'argent pour que cela se produise. Zach a révélé que John Mello lui avait initialement offert 5 000 $ pour mettre fin à la vie de Christina. John m'a demandé que si je croyais que sa fille était en grave danger, est-ce que je serais prêt à tuer Christina Parcell pour 5 000 $? Qu'as-tu répondu quand il t'a demandé ça? J'ai été choqué et insulté par la demande, et je lui ai donné un non immédiat et sans équivoque. La deuxième fois, il m'a de nouveau demandé si je devenais convaincu que sa fille était en danger, est-ce que j'accepterais de tuer Christina Parcell pour 10 000 $? J'ai dit à John qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais me tenter de faire une telle chose. Et je lui ai dit que j'étais insulté qu'il pense même que ce serait quelque chose que je pourrais envisager. Je lui ai dit que je ne ferais jamais ça pour de l'argent. Je lui ai dit que la seule façon dont j'envisagerais de prendre une telle mesure, ce serait si j'étais absolument convaincu que sa fille était non seulement en danger, mais que la seule façon de la sauver de ce danger serait de prendre la femme de Christina Parcell. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si le fait d'avoir été scolarisé à la maison et quelque peu protégé du monde réel avait conduit Zach à être manipulé et exploité par John Mello pour commettre un meurtre avec préméditation. D'après son témoignage, il est clair que Zach décrit Christina comme une femme maléfique et amorale, de la même manière qu'il perçoit son aînée. La défense a soutenu qu'il avait agi en dernier recours pour empêcher qu'une vie d'enfant ne soit ruinée, parce que son cher ami John Mello avait tout essayé, y compris quitter le pays. Pendant les vidéos du procès et le témoignage, beaucoup de gens dans les commentaires avaient les mêmes impressions. Mais cette affaire comporte un autre aspect. Une femme a été brutalement assassinée chez elle et les gens semblaient ignorer ce qu'elle avait enduré. Elle n'était peut-être pas parfaite, mais méritait-elle ce qui lui est arrivé? Pendant des mois, j'ai mené un combat intérieur incroyable, sentant que je devais faire quelque chose pour la sauver, et pourtant, j'éprouvais une réticence immense à faire la seule chose qui, je le savais, la sauverait à cause de l'horreur que je savais que cela représenterait. Même si je pensais que c'était la bonne chose à faire. Au moment où le 13 octobre est arrivé, j'avais déjà lutté avec ça depuis longtemps et je ressentais une énorme culpabilité d'avoir attendu aussi longtemps. Parce que j'aurais dû agir plus tôt et je ne l'ai pas fait. Alors j'étais arrivé à la réalisation que je
avait reçu cette offre pour partir sur ce bateau de croisière et que j'allais quitter le pays pour longtemps. En gros, c'était maintenant ou jamais. J'avais l'occasion de la sauver d'un danger dont je savais qu'elle était menacée et dont je savais qu'il n'allait pas disparaître. Je ne pouvais pas poursuivre ma vie en la laissant se noyer. J'avais une vie idéale, tout ce dont je rêvais. Je gagnais ma vie en faisant ma passion. J'allais partir dans le Pacifique Sud pour chanter sur des croisières de luxe. Je veux dire... Mais comment aurais-je pu partir et profiter de ça en sachant que je laissais une gamine à son sort? Une gamine qui pensait que j'étais son ami. Je n'aurais jamais pu me regarder dans le miroir à nouveau si j'avais fait ça. Le meurtre était sans aucun doute prémédité. Spécifiquement au 13 octobre, je croyais qu'il y aurait un moment dans la maison où Christina Parcell serait seule et je voulais m'assurer qu'absolument personne ne soit là, ni Lucina, ni Brad Post, parce qu'encore une fois, il ne s'agissait pas de vengeance ou de représailles ou quoi que ce soit. Ce jour-là, je ne ressentais que de la pitié, pas de colère. Je me suis plaint avec beaucoup de précautions. Je savais que si j'essayais de faire ça et que j'échouais, ce serait encore pire pour moi. Parce que je croyais que si on me découvrait en train de faire ça, cela me relierait à John Mello. Et je croyais, et je crois toujours, que c'est un excellent père et qu'il est la meilleure chance d'avoir une enfance heureuse et en sécurité. Je savais que c'était logique, mais émotionnellement, tout en moi se rebellait contre cette idée. Et d'autant plus parce que c'était une femme. J'ai été élevé à toujours protéger mes sœurs et ma mère, et j'ouvrais les portes aux femmes en grandissant. Donc, cette idée me répugnait, même si je croyais qu'il était nécessaire de sauver un enfant. Je sentais que c'était la bonne chose à faire, peu importe à quel point cela allait être terrible et difficile. J'avais le devoir de faire cela pour sauver un enfant. Zachary explique en détail comment il l'a fait. Conduire physiquement mon camion jusque-là. Je ressentais un niveau d'anxiété et de malaise physique que je n'avais jamais connu à cause du stress auparavant. Mes mains tremblaient, j'étais en sueur froide et je luttais contre l'envie de vomir avant même d'arriver là-bas. À plusieurs reprises, j'ai cru que j'allais devoir m'arrêter sur le bord de la route parce que j'avais du mal à garder mon camion droit. Mes mains tremblaient tellement. Mais tout le temps, je me disais que si je ne le faisais pas, si je faisais demi-tour, alors je la condamnais à son sort, alors que je savais que j'aurais pu faire quelque chose pour empêcher ce qui se passait. Alors j'ai juste essayé de ne pas y penser, et j'ai essayé d'y aller, et de conduire un peu plus loin, sans penser à ce que j'allais devoir faire en arrivant là-bas. Quand je suis finalement arrivé à l'endroit où j'ai garé mon camion, ce sentiment n'a fait qu'augmenter. Je connaissais le plan, mais j'avais tellement de mal à le mettre à exécution. J'ai sorti mon vélo du camion et je portais un masque ainsi que des vêtements qui ont déjà été décrits. Et j'ai juste essayé de me concentrer sur le fait d'avancer, un pied devant l'autre, sur mon vélo. J'avais l'impression que quelque chose... C'était comme certaines courses ou marches auxquelles j'avais participé, où je devais me concentrer uniquement sur le fait d'avancer un pied devant l'autre, tant c'était difficile de continuer. Je voyais sans cesse son visage, et je me rappelais que si je ne faisais pas ça, personne ne viendrait la sauver. Et j'ai continué à pédaler, et finalement je suis arrivé devant le 122 Canet Break. À 9h15 du matin, Zachary sonne à la porte de Christina. Au départ, comptais-tu utiliser l'arme à feu ? Oui. J'étais très préoccupé par l'idée d'utiliser une arme à feu à cause du bruit que cela ferait, et je ne voulais pas alerter un voisin ou un passant qui pourrait venir enquêter et s'impliquer. J'ai essayé d'étouffer le bruit de l'arme en fabriquant un silencieux de fortune. Dans les films, on fait croire que c'est très facile et qu'un pistolet équipé d'un silencieux est vraiment très silencieux, mais ce n'est pas le cas. Donc, au final, j'ai testé l'arme en tirant. J'avais acheté des munitions subsoniques, qui sont censées être plus silencieuses. Je ne savais pas que sur un revolver, le silencieux ne fonctionne pas, parce que l'extrémité du barillet est ouverte. Et je me suis rendu compte un jour ou deux, avant, que je ne pouvais pas
utiliser une arme à feu parce que cela aurait pu potentiellement impliquer quelqu'un d'autre si quelqu'un avait entendu un coup de feu et était venu enquêter. J'aurais préféré ne pas avoir à le faire du tout. Mais si j'avais dû le faire, oui, j'aurais choisi une arme à feu parce que cela aurait été plus rapide et plus humain. Je portais un pantalon noir et un sous-vêtement thermique noir avec une chemise grise par-dessus. J'avais un bonnet noir et un masque médical blanc. Et je portais des gants noirs ainsi qu'un sac à dos noir. Quand tu es arrivé à la maison et que tu es descendu de ton vélo, qu'as-tu fait? J'ai posé mon vélo dans l'allée, j'ai enlevé mon sac à dos et j'ai sorti la boîte qui avait été emballée comme un cadeau dont une extrémité était ouverte et j'ai mis le revolver 22 dans cette boîte. J'ai remis le sac à dos sur mon dos, j'ai pris un bouquet de roses et je me suis avancé vers la porte. J'ai sonné à la porte et je tremblais, j'étais en panique à ce moment-là parce qu'il n'y avait aucun endroit où je voulais être moins que dans cette maison ce matin-là. Et quand j'ai sonné à la porte s'est ouverte et une femme est venue vers l'entrée et j'ai cru que c'était Christina Parcell. Mais je voulais en être sûr et je voulais aussi m'assurer que personne d'autre n'était à la maison. Alors je lui ai dit, pendant que je tenais la boîte et les roses, que j'avais une livraison pour Lutina Purcell, sa sœur, et elle m'a dit que Lutina n'était pas à la maison. À ce moment-là, j'ai compris que Christina était seule à la maison et je lui ai tendu les roses. Et j'ai sorti le revolver de la boîte, je l'ai pointé sur elle et je lui ai dit de se taire et de retourner dans la maison, ce qu'elle a fait. Et je l'ai suivie dans la maison, j'ai fermé la porte et je ressentais une telle anxiété que mon corps n'obéissait plus vraiment à ce que je lui demandais de faire, quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas utiliser le pistolet qui était déchargé à ce moment-là. Mon plan avait été d'essayer de l'assommer parce que je ne voulais pas lui faire de mal, ni à personne d'autre. Je ne voulais blesser personne, ce n'était pas mon but. Je voulais juste sauver et m'assurer qu'aucun autre témoin ne serait impliqué dans cette histoire ou ne pourrait être mis en danger d'une quelconque manière. Alors, j'ai essayé, pendant qu'elle tenait les roses, de la frapper à la tête pour la rendre inconsciente. Mais mon corps me résistait parce que même si je savais qui elle était, ce qu'elle faisait et le danger que cela représentait, je la regardais encore et je voyais une personne qui inspirait de la sympathie, je voyais une femme et on m'avait toujours appris à ne jamais faire de mal à une femme, à toujours protéger les femmes et les enfants. Donc, quand j'ai voulu la frapper avec l'arme, ma main n'a pas vraiment fait ce que j'essayais de lui dire de faire. J'ai essentiellement retenu mon coup. Donc, quand je l'ai frappé à la tête avec le pistolet, c'est ce qui s'est passé. Ça ne l'a pas assommé et, pour être honnête, je l'ai à peine frappé. Alors j'ai réessayé et la même chose s'est produite. Je n'arrivais tout simplement pas à me résoudre à la frapper. Et à ce moment-là, elle a compris que j'hésitais. Elle a commencé à essayer de se déplacer, de s'éloigner et de se défendre. Pendant cette période, les roses étaient retombées et les pétales et les tiges s'étaient éparpillés. Et alors que j'hésitais, j'ai réalisé que cette situation devenait rapidement incontrôlable. Et si je ne me ressaisissais pas et n'agissais pas rapidement, tout cela allait très mal finir. J'allais devoir me forcer à faire ça, quoi qu'il en coûte. Alors j'ai sorti le couteau que je portais. Et même si je savais que je n'allais pas pouvoir la frapper avec la moindre force, j'ai quand même essayé. Alors j'ai commencé à la frapper. Mes coups étaient retenus. Le couteau l'a touchée, mais ça ne l'arrêtait pas, et ça ne lui infligeait rien qui puisse être un coup fatal. Et elle a commencé à riposter, et c'est devenu une lutte. Et dans cette lutte, tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de surmonter cette résistance que j'avais, une résistance physique et émotionnelle à le faire. Alors j'ai continué à la frapper, encore et encore, jusqu'à ce que finalement nous tombions par terre. Et à ce moment-là, j'ai juste essayé de ne plus penser à ce que je faisais et de traverser ça, d'en finir le plus vite possible, parce que je me rendais compte que ça ne faisait que durer, et je devais le faire pour sauver, donc je ne me souviens pas combien de fois je l'ai frappé. Je me souviens juste qu'à la fin nous étions au sol, et que j'ai arrêté de la frapper quand elle a cessé de se débattre. Christina a été poignardée 35 fois. Et à ce moment-là, je me suis levé et j'étais encore en train de paniquer. J'étais un peu dans le brouillard
et j'essayais juste de me ressaisir et de comprendre ce que je devais faire pour quitter la maison. Et encore une fois, je voulais m'assurer de ne rien laisser derrière moi qui pourrait me relier à ça. Parce que je crois alors que John serait aussi lié à cette affaire. Alors j'ai rapidement regardé autour de moi pour m'assurer que je n'avais pas laissé de masque ou de gants. Et j'ai commencé à ramasser les pétales de rose. Puis j'ai réalisé que je n'avais tout simplement pas le temps de faire ça. Alors j'ai tiré les stores et j'ai déplacé son corps loin de la porte, qui avait des fenêtres, parce que je ne voulais pas que quelqu'un vienne à la porte et la voie. J'ai remis mes affaires dans le sac à dos. Je me suis regardé dans un miroir pour m'assurer que tout était en ordre et j'ai vu qu'elle m'avait griffé le visage. Et, bien sûr, j'ai réalisé que cela pouvait laisser de l'acide désoxyribonucléique, alors j'ai utilisé le diluant à peinture pour essayer de nettoyer ses mains. Ensuite, j'ai changé de masque et j'ai enlevé ma chemise extérieure parce qu'il y avait du sang dessus et je l'ai mise dans le sac à dos. J'essayais de quitter la maison aussi vite que possible. Le diluant à peinture pourrait expliquer l'odeur étrange dans la maison, mais l'acide désoxyribonucléique de Zach a été retrouvé sous les ongles de Christina malgré ses tentatives. J'ai encore prié et juste... J'ai dit que je crois que ce que j'ai fait est la bonne chose et je crois que je l'ai fait pour la bonne raison. Si c'est ta volonté que je sois lié à cela, alors je me rendrai et j'assumerai ce que j'ai fait. J'en prendrai la responsabilité parce que je croyais que c'était la bonne chose à faire. Puis je suis parti, je suis sorti par la porte, j'ai repris mon vélo, j'ai pédalé jusqu'au camion et je suis retourné à la maison de montagne. Mais le jury n'a jamais vu son témoignage dans son intégralité, car on leur a demandé de quitter la salle à plusieurs reprises. J'ai ressenti une immense vague de soulagement m'envahir parce que je savais que, à partir de ce moment-là, elle serait en sécurité, qu'elle serait à l'abri des abus que sa mère lui faisait subir. Et il y a des preuves de cela que l'État vous cache. Ça va juste être calme. Et tu dois arrêter. Après le procès, le juré a affirmé que ce qu'ils avaient pu voir avait en réalité nui à la défense. Ils voyaient Zach comme un tueur froid, calculateur et sans remords, ce qui a renforcé une affaire de malveillance par ailleurs faible présentée par l'accusation. Ce n'était pas qu'elle était immorale, elle était amorale, a déclaré Hughes au jury. Elle était morte à l'intérieur, une manipulatrice et une menteuse hors pair. Elle pouvait mentir sans la moindre hésitation. Sa déclaration a révélé sa motivation à commettre le crime. J'ai pris conscience de l'immense danger. Il a dit que Christina Parcell représentait un aperçu du futur possible de l'enfant si elle restait sous sa garde. Et les faits ont prouvé que j'avais raison. Le même jour que le témoignage de Zach, John Mello a été arrêté à 13h30 pour avoir orchestré le meurtre de Christina Parcell et avoir proposé 2 fois de l'argent à Zach pour la tuer. Lors d'une audience quelques heures plus tard, un juge a refusé la liberté sous caution à John, statuant qu'un autre tribunal traiterait l'affaire dans les 30 jours. D'après ce que je comprends, Tina Parcell est dans la salle d'audience. Tina, si j'ai bien compris, vous êtes la sœur de la victime, c'est bien cela, madame? Souhaitez-vous dire quelque chose à la cour concernant cette procédure? Au cours de l'audience, la sœur de Christina, Tina Parcell, a fait une déclaration émouvante en tenant les cendres de Christina. J'ai amené Christina parce qu'elle mérite d'être ici. Nous avons attendu 1224 jours pour cela. J'aimerais te dire que ça m'a fait du bien, John. Mais ça ne va pas encore faire du bien. Tu as fait ça à ta famille. Ton enfant doit savoir que tu as fait ça à sa famille. Tu as fait ça à ta famille. Ton enfant doit savoir que tu as fait ça à sa famille. Je ne sais pas quelle place j'aurai dans l'avenir de l'enfant, mais je t'assure que si j'en suis capable, je serai là chaque jour. Quand tu seras condamné, je serai présente à chaque audience de libération conditionnelle, toute sans exception. Tu ne te débarrasseras jamais de moi et c'est ta faute. Tu t'es infligé ça à toi-même. Très bien, monsieur. Vous êtes libre de partir avec l'officier. A.M. elle-même avait dit à son psychiatre qu'elle ne voulait pas rester chez sa tante parce qu'elle avait l'impression que sa tante la prenait en photo lorsqu'elle était déshabillée, mais ces allégations restent non prouvées. Oui,
J'ai passé un appel au service de protection de l'enfance et je leur ai dit que j'étais un voisin. Je leur ai dit que j'avais vu qu'elle était victime de violences verbales et physiques de la part de sa mère. Et encore une fois, j'ai inventé cela. Ce n'est pas vrai. Mais je l'ai dit parce que je voulais donner une opportunité d'avoir un entretien en personne avec un agent des services sociaux, loin de sa mère, où elle pourrait leur dire que sa mère l'abusait. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable du meurtre. Concernant l'accusation de possession d'une arme lors de la commission d'un crime violent, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. Pour le cambriolage au premier degré, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. Pour l'accusation de harcèlement au premier degré, le jury déclare l'accusé non coupable. Concernant l'accusation de harcèlement au deuxième degré, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. Concernant l'accusation de complot en vue de commettre un harcèlement au premier degré, le jury déclare l'accusé non coupable. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable de complot en vue de commettre un harcèlement au deuxième degré, signé par notre présidente. Il voulait tuer quelqu'un. On lui a donné une cible sur un plateau d'argent. On lui a donné une adresse, une date, une heure. Et il a planifié? Il savait que s'il le planifiait juste assez, il ne se ferait jamais prendre. Il l'a tellement planifié qu'il s'est dit que, même en se faisant prendre, je gère, je peux encore m'en sortir. Sans remords, sans réhabilitation, toute personne qui fait autant d'efforts pour commettre un meurtre le referait absolument pour voir si elle en est capable. Il ne vous reste que deux options. Soit c'est un homme faible et facilement manipulable, qui tuerait n'importe qui si on le lui demandait, soit il ne l'est pas. Et si c'est le cas, alors il le referait absolument pour voir s'il est assez intelligent cette fois, pour voir s'il peut s'en sortir cette fois, parce qu'il n'a montré aucun respect pour la loi de ce tribunal. Tous ces hommes n'ont rien fait d'autre qu'utiliser ma sœur. John Mello l'a utilisée pour créer une toute nouvelle famille alors qu'il avait déjà une femme et des enfants. Brad Post l'a utilisée. Cet accusé l'a utilisée. Ils l'ont tous utilisé pour leur propre satisfaction personnelle tordue. Ils le referaient. Sans remords, sans réhabilitation, il y aura récidive. Merci, votre honneur. Le lendemain, le 20 février 2025, Zachary Hughes a été condamné à la prison à perpétuité. Son avocat fait appel et l'un des jurés a déclaré plus tard que s'il avait connu l'ensemble des allégations de maltraitance et les véritables motivations de Zachary pour commettre le crime, cela aurait certainement influencé le jury. Il estimait que toute l'affaire était un procès inéquitable en raison des conditions et des exclusions imposées par le juge. Que pensez-vous du pianiste Zachary Hughes? Est-ce un homme honorable ou un meurtrier qui a agi avec malveillance comme il a été condamné? Ou a-t-il été manipulé et exploité par John Mello? Qu'en est-il de A.M.? Se remettra-t-elle psychologiquement? Merci d'avoir regardé. À la prochaine.